Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire événement organisé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec Transition Pro et Centre Info. Webinaire événement consacré au nouveau dispositif Transition collective, une nouvelle aide pour les entreprises et leurs salariés pour la sortie de crise. C'est un sujet d'actualité dans ce contexte de mutation de l'économie lié notamment à l'accélération des transitions écologiques et numériques. L'objectif de ce webinaire est donc de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur ce nouveau dispositif. C'est pour cela que nous avons prévu plusieurs séquences qui vous permettront de découvrir les originalités de ce nouveau dispositif et un temps de questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Je vous invite donc dès à présent à nous poser toutes vos questions sur le chat mis à votre disposition à cet effet. Avant d'ouvrir la première séquence, je vais donner la parole à Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui tient à marquer par son intervention l'importance qu'elle accorde à ce nouveau dispositif des transitions collectives. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'intervenir devant vous aujourd'hui pour parler du dispositif Transition collective. C'est une initiative très précieuse pour laquelle je remercie les équipes de la DRETS et l'association AT-Pro de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que le groupe Centre Info. Nous avons en effet besoin de faire connaître ce dispositif Transition collective pour que les entreprises et les salariés s'en saisissent. Comme vous le savez, Transition collective a été co-construit avec les partenaires sociaux afin de mieux anticiper les mutations économiques au sein des entreprises. L'objectif est de faciliter les reconversions professionnelles des salariés d'entreprises en transformation vers des métiers porteurs situés dans le même bassin de vie. Car nous le savons tous, c'est très souvent dans son bassin d'emploi que le salarié souhaite continuer à exercer une activité professionnelle. Concrètement, l'État finance, en fonction de la taille de l'entreprise, tout ou partie de la rémunération et de la formation des salariés engagés dans ces projets de reconversion. 500 millions d'euros sont mobilisés dans le cadre de France Relance et ce dispositif a vocation à monter en puissance car la crise sanitaire a accéléré les transitions déjà à l'œuvre dans l'économie. Je pense bien sûr aux transitions écologiques et numériques, pour lesquelles les besoins en compétences des entreprises sont toujours plus nombreux. Je pense aussi à des secteurs comme le médico-social ou l'informatique, qui ont des besoins de recrutement toujours plus importants. Une initiative comme le webinaire d'aujourd'hui est donc extrêmement précieuse pour informer et accompagner les entreprises afin de les aider à adapter les compétences de leurs salariés et de leur permettre d'évoluer professionnellement. Recourir à transition collective, c'est préparer l'avenir de son entreprise en faisant preuve d'anticipation en même temps que de responsabilité vis-à-vis des salariés. Ça n'est pas un signe de fragilité, mais au contraire, le signe d'une entreprise qui prépare l'avenir. Ce que nous voulons installer, c'est une autre manière de penser les restructurations, d'apporter plus de fluidité dans les parcours professionnels en évitant les ruptures sèches pour une dimension plus anticipée et accompagnée. Notre objectif est que les entreprises se donnent les moyens de gérer leurs besoins de transformation des compétences ou de réduction des effectifs de manière plus sereine et socialement responsable. Après un premier programme avec des agents d'entretien qui se forment pour devenir aides-soignants, un autre projet de reconversion a été lancé le mois dernier, permettant à des caissiers et caissières de suivre eux aussi une formation pour devenir aides-soignants au sein d'un EHPAD. Pour eux, transition collective, c'est la garantie du maintien de leur rémunération dès leur entrée en formation et en cas de réussite, un diplôme et une nouvelle vie professionnelle. À l'image de ces belles aventures, transition collective est une solution qui permet aux salariés dont l'emploi est fragilisé de retrouver la maîtrise de leur parcours professionnel sans passer par la case chômage. Je me réjouis que les entreprises soient de plus en plus nombreuses à s'emparer du dispositif. Actuellement, plus de 50 entreprises partout en France, et pour la plupart des TPE-PME, ont manifesté leur intérêt pour transition collective.
Elles sont soit engagées dans la réalisation d'un diagnostic ou la négociation d'un accord de type gestion des emplois et des parcours professionnels, soit ont déjà signé et déposé un tel accord. Les deux entreprises conviées à ce séminaire, l'une TPE et l'autre de taille moyenne, prouvent une nouvelle fois que notre dispositif est en mesure d'apporter une réponse à chacune d'entre elles, quelle que soit leur taille. Je parle bien entendu de l'éditeur logiciel Iraten Solutions, une entreprise installée à Nice, qui a été accompagnée par l'AFDAS, l'opérateur de compétences des secteurs de la culture et des industries créatives. Je pense également à l'APAS, une association médicale de 250 salariés qui a été convaincue de s'engager dans Transition collective pour accompagner en douceur ces salariés dans des parcours sécurisés grâce à une mobilisation exemplaire des acteurs de l'écosystème emploi-formation. À ce titre, je remercie les services déconcentrés de l'État, Pôle emploi, mais aussi tous nos partenaires, les OPCO, les AT-Pro et les conseillers en évolution professionnelle qui font vivre ce dispositif et qui vont nous permettre d'accélérer l'identification des métiers cibles en vue de déployer ces nouveaux parcours. Et je souhaite une pleine réussite professionnelle aux salariés volontaires de ces deux entreprises dans ces parcours de reconversion et dans leur nouvelle vie à venir. Mesdames et messieurs, d'autres séminaires suivront dès cette fin de semaine en Martinique et dès la semaine prochaine, notamment dans les Hauts-de-France et en Guyane. À l'heure où notre économie repart, la facilitation des reconversions professionnelles est plus que jamais un enjeu de société et de compétitivité. Chacun doit pouvoir bénéficier de nouvelles chances tout au long de son parcours professionnel, et c'est pourquoi j'invite les participants d'aujourd'hui à sensibiliser toutes les entreprises potentiellement intéressées dans leur écosystème. Il en va de leur responsabilité vis-à-vis du parcours professionnel de leurs salariés. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Sans plus tarder, je vais vous proposer d'ouvrir la première séquence consacrée à la présentation du contexte économique actuel de la région PACA. Pour cela, je vais solliciter des représentants de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et de Pôle emploi. Bonjour, Monsieur Bréville. Vous êtes chef du pôle adjoint du pôle économie, entreprise, emploi et compétences à la Direction régionale. Afin de caractériser l'originalité du nouveau dispositif Transco, pouvez-vous nous rappeler quelles ont été les mesures et aides déployées par l'État en direction des entreprises au cours de cette période de confinement économique? Monsieur Bérille, je vous donne la parole. Oui, bonjour, merci à vous. Alors, je crois que j'ai que quelques minutes, donc je vais essayer d'être assez rapide et je ne serai évidemment pas exhaustif pour vous présenter les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre pour lutter face à cette crise qui est d'une ampleur inédite. Bon, on a vraiment une crise qui était d'une violence et d'une soudaineté inédite, qui a nécessité de mettre en place des dispositifs de soutien et d'accompagnement majeurs. L'objectif, c'était quoi? Deux principaux objectifs, je dirais. La première, c'était maintenir l'emploi, éviter les licenciements en masse. Et ça, je vais y revenir, ça serait l'activité partielle notamment qui a été mise en place. Garantir la pérennité des entreprises qui ont été impactées avec deux sous-volets. Faciliter l'accès au crédit, ça c'est le prêt garanti par l'État, et compenser la perte d'activité et la perte de chiffre d'affaires en maintenant la trésorerie des entreprises. Ça, c'est plutôt le fonds de solidarité qui a été mis en place pour ça. Voilà, donc je vais essayer de vous dresser une petite rapide présentation de ces principaux dispositifs, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Alors d'abord, l'activité partielle. Alors certains l'appellent le chômage partiel, de manière un peu plus commune. L'activité partielle, donc c'est vraiment un dispositif qui a été mis en place et modernisé et adapté pour être une réponse immédiate à l'arrêt de l'économie et à la fermeture administrative de certains secteurs d'activité. L'objectif, je l'ai dit, c'est vraiment de maintenir l'emploi et d'éviter les licenciements en masse. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de la définition de l'activité partielle, vous l'avez sur les slides, mais l'idée, c'était de prendre en charge le salaire des personnes qui sont positionnées en activité partielle, qui ont subi une petite baisse de salaire, mais qui était la plus faible possible, et en faisant en sorte, au plus fort de la crise, qu'il n'y ait absolument aucun reste à charge pour l'entreprise. Juste, voilà, on va passer sur la slide numéro 2, si vous voulez bien. Voilà, celle-là. Pour vous montrer que l'activité partielle, ça a été évidemment déployé de manière très homogène sur l'ensemble du territoire.
l'activité partielle au niveau de la région. C'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été mis en place pour soutenir les entreprises et soutenir les salariés. On a, donc, je disais, une répartition qui est homogène. On note quand même qu'il y a quelques départements qui ont été plus touchés que d'autres, hein, les Alpes-Maritimes notamment et le Var, hein, qui ont un poids dans l'activité partielle sur ce graphe qui sont supérieurs à leur poids habituel, qui est évidemment très lié à la crise qu'ils ont subie au secteur d'activité concerné par cette crise. Si on passe sur la slide d'après, on voit l'évolution de l'activité partielle. En fait, c'est vraiment un dispositif qui a suivi, hein, les tendances de la crise. Vous voyez clairement des pics au mois d'avril, au mois de novembre et au mois de mars, donc avril 2020, novembre 2020 et mars 2021, qui sont très liés aux périodes de confinement ou de reconfinement. Donc, c'est un dispositif qu'on a voulu adaptatif, qui vraiment suivait les difficultés, les contraintes sanitaires et économiques. Donc, ce qu'on a essayé de faire, je suis toujours sur la même slide, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte de faire évoluer les taux de prise en charge, de différencier le dispositif en fonction des typologies d'entreprises, des secteurs d'activité concernés, d'avoir un certain nombre de souplesse, notamment en début d'exercice 2020, lorsque la crise est intervenue, dans les délais de déclaration, et puis de décaler le détour à la situation nominale au regard des différentes évolutions de la crise sanitaire. Sur la slide d'après, je vous laisserai en prendre connaissance, mais vous voyez les principaux secteurs qui ont été concernés. Alors, sans surprise, hein, c'est énormément les secteurs du commerce, hôtellerie, restauration qui ont massivement eu recours à l'activité partielle. Mais on voit par exemple que la construction est un secteur qui a aussi énormément été touché, qui a eu un recours très fort sur ce dispositif-là. Alors, au sein de l'activité partielle qu'on appelle le droit commun, il y a aussi l'activité partielle de longue durée. Donc, l'activité partielle de longue durée, c'est une réponse qui a été imaginée durant l'été 2020 pour essayer d'accompagner les entreprises dans cette sortie de crise en faisant en sorte d'accompagner les entreprises qui anticipent une baisse d'activité durable. Donc, ce dispositif, il a commencé à se mettre en place à l'automne 2020. Il a commencé surtout à prendre son ampleur à partir de ce printemps, hein, puisque le maintien des taux de prise en charge de l'activité partielle de droit commun sont restés importants, et donc il y avait assez peu d'intérêt au tout début de mobiliser ce dispositif-là. Donc c'est un dispositif qui maintenant monte en puissance. On a plus de 700 demandes d'autorisation qui ont été faites. Si vous sommez les chiffres sur ce graphe, donc c'est plus de 700 demandes d'autorisation qui ont été faites. Ça représente 7000 salariés et 634 établissements en région PACA, et déjà plus de 4 millions d'euros qui ont été dédiés et versés dans le cadre de ce dispositif-là. Voilà, sur l'activité partielle, je crois qu'il reste une slide, mais je ne la commenterai pas, je vous laisserai en prendre connaissance. C'est sur la répartition des secteurs d'activité. On va passer à la slide d'après, sinon je n'aurai pas le temps. Sur le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, c'est un dispositif qui a été mis en place pour compenser, comme je le disais tout à l'heure, l'arrêt ou la baisse d'activité liée à la crise. C'est un dispositif également majeur, hein, 3,3 milliards d'euros en région PACA, plus de 210 000 entreprises accompagnées. Là aussi, il y a eu une volonté très forte de la part du gouvernement d'adapter ce dispositif en fonction de la situation économique et sanitaire, voilà, tout au long de l'année écoulée. Et donc, c'est un dispositif qui va évoluer au cours de l'été. Vous en avez entendu parler dans les différents médias et de l'actualité. Et donc, c'est un dispositif qui va maintenant accompagner les entreprises qui sont encore fermées administrativement, mais aussi les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, qui continuent à être touchés. Donc, durant l'été, il y aura une évolution de ce dispositif qui aura vocation à disparaître dans le temps. Enfin, je vais vous parler du PGE, le plan garanti par État, qui est le troisième principal dispositif de soutien qui a été lancé dans le cadre de la crise. L'objectif du PGE, c'est de garantir les prêts financiers. Donc, l'idée, c'était d'aider les entreprises à maintenir leur accès au financement public, au financement bancaire, avec une garantie qui pouvait aller jusqu'à 90%. Vous le verrez, je crois, sur la slide d'après, c'est 11 milliards d'euros, hein, de prêts qui ont été garantis en région PACA. Voilà, donc un dispositif qui a là aussi évolué avec un décalage dans les remboursements, des prêts qui ont été garantis. Alors, je passe
rapidement à deux dispositifs qui sont connus, c'est le PSE, les plans de sauvegarde d'entreprise, et RCC, rupture conventionnelle collective. Donc ça, c'est des dispositifs qui existaient, qui préexistaient avant la crise. L'objectif de ces dispositifs, c'est d'encadrer les processus de licenciement et d'essayer d'en limiter les effets en favorisant les reclassements. Ce qu'on a pu constater au niveau de la DRETS, c'est que cette crise, elle n'a pas généré finalement une très forte augmentation du nombre de PSE et de RCC. Ce qui montre quand même que les dispositifs de soutien que j'ai cités tout à l'heure ont vraiment joué leur rôle d'amortisseur et éviter qu'on se retrouve dans une situation dramatique en matière d'emploi. Alors, on a évidemment tous une crainte, c'est que la baisse des mesures de soutien et la fin des mesures de soutien génèrent des plans de licenciement importants. Et c'est pour ça que finalement, il y a une adaptation, c'est tout l'enjeu de l'adaptation des dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est aussi un des enjeux de transition collective, de permettre de trouver de nouvelles solutions pour les entreprises qui continueront à avoir un impact dans le cadre de cette crise. Voilà ce que je peux vous dire sur les mesures de soutien. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Berry. Je crois que ça permet de bien contraster ces dispositifs avec celui dont on en parle aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je vais me tourner à présent vers Monsieur Pascal Blin. Vous êtes le nouveau directeur de Pôle emploi de PACA. Votre regard sur le contexte économique donc, de la région PACA. Monsieur Blin, pouvez-vous nous éclairer sur la situation de l'emploi dans votre région ? Monsieur Blin, vous avez la parole. Ah, Est-ce que Monsieur Blin est là? En fait. Ah, voilà. Ah, parfait, merci. Un petit incident, c'est logique, il en fallait un. Voilà. Alors, déjà, ce que je peux dire en continuité avec ce qui s'est dit précédemment, c'est que les mesures ont produit leurs effets, puisque le marché de l'emploi se porte aussi bien que possible compte tenu du contexte. Un chiffre, il y a eu 16 000 emplois décrits dans la période en 2020, ce qui correspond à moins 0,8%. Donc avec des secteurs évidemment qui ont subi plus ou moins la crise, puisqu'il y a eu un repli très net pour le tertiaire marchand, donc qui représente presque la moitié des emplois en PACA. Donc il y a eu moins 24 000 emplois. Et dans l'hébergement-restauration en particulier, 15 000 destructions d'emplois. Et il y a des secteurs qui, dans le même temps, ont résisté ou progressé, comme la construction, le tertiaire non marchand et l'industrie qui ne baisse finalement que faiblement. Pareil, on en a parlé tout à l'heure, assez peu de PSE dans la période, 45 pour 1000 personnes. On observe une hausse des licenciements économiques de 55%, mais sur une base très faible. Et on se maintient à ce niveau-là en 2021. Donc, c'est effectivement pour l'instant assez calme de ce point de vue-là. En ce qui concerne les recrutements, donc nous, on observe effectivement un recul net dans la période des offres d'emploi, moins 26%, et des déclarations d'embauche, moins 23%, avec effectivement, là encore, sans surprise, des dégâts dans les secteurs de l'hébergement, restauration, arts et spectacles et activités récréatives. Néanmoins, les chiffres, et notamment de l'enquête des besoins en main-d'œuvre pour l'année, sont plutôt rassurants, puisqu'on a identifié 256 000 projets de recrutement qui, par rapport à 2019, représentent une certaine constance, avec à noter la construction plus 22%, l'agriculture et les industries agroalimentaires plus 7%, le commerce plus 3%, avec des besoins nets dans la santé et l'action sociale. On a très récemment, quand je vous dis très récemment, c'est depuis 3 semaines, on a une hausse de 25% des offres d'emploi déposées chez Pôle emploi, puisque à l'heure où je vous parle, on a 74 000 offres, alors qu'on en avait 60 000 il y a 15 jours, 3 semaines, avec à noter 36 000, enfin plus de la moitié de CDI et 1500 offres en contrat d'apprentissage.
Donc, les offres qui sont les plus nombreuses aujourd'hui, c'est les services à la personne, le support à l'entreprise, le commerce et la construction. Voilà, donc sur l'impact sur le chômage, évidemment, a été réel, mais là encore, très limité compte tenu du contexte, puisqu'on est à une hausse sur un an de 4,3% sur la catégorie ABC, hein, puisqu'on a dans la région 502 000 demandeurs d'emploi inscrits dans cette catégorie. À noter sans surprise que c'est les jeunes, avec plus 6,3%, les moins de 25 ans. Et dans une moindre mesure, les seniors, 4%, qui sont les plus concernés. Deux chiffres à suivre pour nous dans la période, ça va être le chômage longue durée qui augmente de 12% et les bénéficiaires du RSA qui augmentent également de 12%. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, des signes encourageants, une économie qui a bien résisté grâce aux mesures qui sont annoncées et un dynamisme qui permet d'être optimiste sur le dispositif qui nous occupe aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Blin. Je vais, peut-être pour être complet, donner la parole cette fois-ci à Madame Corinne Mangiante, chargée de mission mutation économique, pour qu'elle nous parle d'un autre dispositif qui a été beaucoup utilisé, financé par l'État. Je parle du FNE Formation. Madame Mangiante, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, le FNE Formation, j'attends juste le slide, voilà. Le FNE Formation donc, est un dispositif qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui a été adapté suite à la crise sanitaire. Donc, l'objectif, en fait, c'est de former les salariés pour qu'ils puissent acquérir ou approfondir des connaissances et évoluer au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des formations pour évoluer en interne à l'entreprise. Donc, il est financé par l'État. Donc, les coûts de formation sont financés par l'État. Les coûts de formation sont financés par l'État en fonction donc, de la taille de l'entreprise et de sa situation, donc activité partielle longue durée ou entreprise en difficulté. Donc, je vous laisserai prendre connaissance du petit tableau. La nouveauté également cette année, non, c'est toujours... Voilà, merci. La nouveauté également cette année, c'est qu'on demande à ce que les formations soient vraiment qualifiantes. Et que les parcours soient étudiés au sein de l'entreprise et répondent à une véritable stratégie. Donc le FNE, oui, tu peux changer. Le FNE, donc en PACA, donc c'est donc 292 entreprises qui ont eu recours depuis le début d'année 2021. Et donc, ça représente pour l'instant un peu moins de 5% du montant engagé au niveau national. Donc, voilà, il y a pas mal de formations qui sont en cours d'engagement et qui seront développées plutôt sur le deuxième semestre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le FNE. Très bien, merci beaucoup, Madame Mangiante. Et justement, maintenant que vous nous avez parlé du FNE Formation, sans déflorer le sujet, pouvez-vous nous indiquer en une phrase ce qui fait la différence avec transition collective, Madame Mangiante? Oui, alors d'abord pour rappeler que Transco donc, a été lancé le 29 janvier en PACA. Donc, nous étions la première région de France à lancer le dispositif lors d'une conférence de presse. Donc là, le véritable enjeu, en fait, c'est d'accompagner les entreprises et les salariés donc, qui sont confrontés à de fortes mutations économiques. Donc, que ce soit des difficultés à moyen terme ou tout simplement une évolution du modèle économique ou une relocalisation. Donc, il permet d'organiser les parcours professionnels pour éviter aux salariés donc, une rupture dans leur parcours et bien sûr éviter un licenciement économique ou un PSE. Très bien. On va maintenant peut-être rentrer un peu plus dans le détail dans le fonctionnement de ce nouveau dispositif. Et sans plus tarder, donc, je vais donc ouvrir la deuxième séquence
quels acteurs sont mobilisés en région. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés sur les territoires. Il y aura donc beaucoup d'intervenants pour cette seconde période. Je vais tout d'abord me tourner vers Monsieur Sylvain Vianès, directeur général de Transition Pro PACA. Monsieur Sylvain Vianès, pouvez-vous nous présenter le nouveau dispositif Transition collective? Monsieur Vianès, je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur Ceped. Peut-être en démarrage, vous indiquer qu'on va lancer un petit quiz qui a 3 questions rapides qui apparaîtront sur la droite de votre écran. L'objectif de ce quiz, c'est de condenser un petit peu les thèmes que je vais pouvoir aborder et puis peut-être de tordre le cou à certaines idées reçues sur ce dispositif transition collective. Alors, mon intervention a pour objectif de vous permettre de répondre également à ces 3 petites questions et puis de donner l'essentiel du dispositif sans rentrer trop dans les détails. Donc, transition collective est un dispositif, donc, comme l'indiquait Elisabeth Borne au démarrage de ce webinaire, innovant, qui a été impulsé par l'État avec les partenaires sociaux et le financement de France Relance. Il a pour objectif donc de faciliter la reconversion d'un emploi fragilisé vers un métier porteur. C'est vraiment ce caractère innovant. C'est un dispositif qui mobilise effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Ceped, beaucoup d'acteurs. Et à cet effet, ça peut avoir pour conséquence de donner une impression peut-être de complexité. Tous ces acteurs sont animés dans les services déconcentrés de l'État par les DRETS et les AT-Pro sont là pour finalement assurer la bonne articulation de ces différents acteurs. Alors AT-Pro, un tout petit rappel pour vous indiquer que son ancien nom c'était FONGECIF, qui était peut-être plus connu sous ce nom-là. Les principales missions des transitions pro sont désormais vraiment focalisées sur les reconversions des salariés dans la continuité de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce dispositif est un amortisseur pour lutter contre le chômage, pour des reconversions en douceur, qui est basé sur le volontariat. Merci Florentin. Contrairement au PSE, aucun caractère irréversible dans la mise en place de ce dispositif. Alors, deux acteurs sont représentés dans cette slide. La partie entreprise, qui est la première condition pour aboutir sur transition collective, et ensuite la partie salariée. Donc la partie entreprise va permettre de dresser quels sont les emplois qui sont fragilisés au sein d'un accord qu'on dit GEPP, donc pour la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, un accord GEPP. On fournira un lien pour télécharger un modèle, c'est un fichier Word de 2 pages, pour lequel un article est à mettre à jour, simplement pour lister quels sont les emplois qui sont concernés par ces emplois donc fragilisés. Donc, l'entreprise devra déposer cet accord GEPP sur donc un système de téléprocédure. Et ensuite, on passe à la partie métier porteur, ce qui est plutôt à la main des salariés qui vont pouvoir s'inscrire dans ce dispositif transition collective au sein de leur entreprise. Dès lors, donc, leur emploi est bien listé comme étant un emploi fragilisé. Un certain nombre de conditions qui sont rappelées sur le support ont trait à la personne du salarié, donc soit CDI, CDD, intérim. Pour résumer, sans rentrer trop dans le détail, il faut qu'elle ait cette personne une ancienneté d'environ 24 mois, enfin d'au moins 24 mois, par exemple, pour le cas d'un CDI. D'autres éléments ont trait toujours à ce salarié. Le principe d'être volontaire, c'est le double volontariat de l'entreprise qui met en place un accord GEPP, mais également du salarié qui s'inscrit dans cette logique-là, et également d'être accompagné par un CEP. Donc, vous le verrez tout à l'heure, on vous présentera le conseil en évolution professionnelle pour ceux qui ne le connaissent pas forcément encore. Ce dispositif a la vertu d'imposer cette boussole pour le salarié dans le cadre de cette reconversion professionnelle. Dans la page suivante, voilà, on illustre un petit peu des modalités concrètes pour vous les entreprises. Donc,
en rappelant que l'État prend en charge la reconversion donc, de ses salariés selon la taille de l'entreprise. Donc, une entreprise de moins de 300 salariés, il y aura une prise en charge totale de l'État donc par le truchement de Transition Pro. Une prise en charge de 75% pour une entreprise de 300 à 1000 salariés. Donc, quand on parle d'entreprise, on parle bien de l'entité sirène, hein, de toute l'entreprise, pas que d'un établissement donné. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, l'État prendra en charge 40% des coûts. Alors, de quels coûts parle-t-on? On parle vraiment des coûts complets de la reconversion, qui sont à la fois le salaire et la partie des coûts pédagogiques. Sur la slide suivante, on a essayé de mettre une chronologie un peu simplifiée des différentes étapes. La première étape, donc rédaction de l'accord GEPP, ça se passe au sein de l'entreprise. Pour ce faire, l'entreprise peut être accompagnée d'un OPCO. Dans une deuxième étape, on parle du dépôt du dossier donc par l'entreprise à la DRETS et chez Transition Pro, donc en répondant à une petite dizaine de questions, la dénomination sociale, le SIRET, le SIREN, etc. Ensuite, une troisième étape qui se passe côté salarié. Salarié va pouvoir suivre une information collective et également ensuite, s'il s'inscrit dans cette démarche, une information individualisée tout au long de son parcours de reconversion jusqu'à l'aboutissement de sa reconversion dans un emploi. Et la quatrième étape, donc, dès lors que cette demande de financement est validée dans la commission de Transition Pro, donc une commission paritaire mensuelle qui étudie donc dossier par dossier le caractère probant des critères de ces demandes, hein, de cohérence du projet, de pertinence du parcours, de perspective d'emploi. Et à ce moment-là, le salarié, dès lors que sa demande a été acceptée en commission, va pouvoir partir en formation et à l'issue de cette formation, soit mettre en œuvre, toujours en pouvant solliciter son CEP, mettre en œuvre sa reconversion dans une entreprise externe ou une entreprise interne, puisque pas de contre-indication sur le principe de pouvoir faire une reconversion interne. Alors, peut-être essayer de donner, parce que je dépasse un peu mon temps, vous donner un petit peu un retour sur les questions qui vous ont été posées. Donc, la première question était: une entreprise n'ayant qu'un seul salarié peut-elle mettre en place une transition collective? Alors oui, une entreprise, même n'ayant qu'un seul salarié, peut mettre en place une transition collective. Ou une entreprise qui aurait plusieurs salariés, mais pour lequel qu'un seul mobiliserait ensuite le souhait de se reconvertir, c'est tout à fait possible. La dimension collective s'entend par le dialogue social qui initie la démarche par la conclusion de cet accord GEPP. Alors, la deuxième question était: l'entreprise doit-elle identifier les métiers porteurs visés par ses salariés? Non. L'entreprise doit lister les emplois qui sont fragilisés en son sein, mais pas nécessairement faire le tour de chacun de ses salariés pour se dire quels sont les projets de reconversion individuels, est-ce qu'ils sont bien dans un métier porteur, est-ce qu'ils ont bien l'entreprise d'arrivée, etc. Ce n'est pas du rôle de l'entreprise de départ. C'est plutôt le rôle des plateformes. Je crois qu'on prévoit d'y revenir un petit peu plus tard. Oui, plateformes territoriales. Je pense que la question était tout à fait pertinente parce qu'effectivement, on aurait pu penser que c'était aussi à la charge de l'entreprise intéressée, mais non, ça se fait dans un second temps. C'est possible de le faire dans un second temps. Allez-y, continuez, Monsieur Vianez. Merci, Monsieur Cepet. Et j'en profite de votre intervention pour indiquer justement que le site de Centre Info a une foire aux questions qui est assez riche et qui justement a ce mérite de ne pas être trop magistral, mais plutôt de descendre de manière pragmatique par des questions qui sont posées par des entreprises et d'y répondre de manière très concrète. Donc, une partie de ces questions ont été illustrées ou utilisées via le système qui a été mis en place par Centre Info. Dernière question pour aller vite: dois-je continuer à verser la rémunération de mes salariés lorsqu'ils sont en formation? La réponse est oui, même si l'État prend en charge par un système de remboursement. Donc les Transitions Pro, tous les mois, vont rembourser aux employeurs les rémunérations des salariés qui sont partis en formation. L'employeur maintient la rémunération de ses salariés. Un contrat de travail est suspendu, mais ça ne l'exonère pas d'émettre les bulletins de rémunération, donc dans le cas des CDI, bien évidemment. Et il est possible pour les entreprises de moins de 50 de demander le bénéfice du système des avances pour pouvoir être financé sans avoir d'avance, même d'un mois, sur la rémunération des salariés qui partent en formation. Voilà.
Parfait, merci Monsieur Vianès. Sans plus tarder, je vous propose de continuer le panorama des acteurs. Autre acteur important sur le territoire, dans votre région, les plateformes territoriales. Il y en a 6 en PACA. Madame Mangiante, pouvez-vous nous les présenter? Je vous donne la parole. Oui, merci. Alors effectivement, les plateformes territoriales ont été créées donc en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en décembre 2020 par le ministère. Donc l'objectif de ces plateformes, c'est de faire le lien entre les entreprises porteuses d'emplois et les entreprises ayant des emplois fragilisés donc à l'échelle d'un territoire. Elles apportent en fait une offre de services et rassemblent les différents acteurs pour faciliter leur mise en relation avec les entreprises. Donc, ces plateformes sont actuellement en construction. Il y en a 8 en PACA. Ah, ça a augmenté, le nombre a augmenté. Il y en a 8 en PACA. Donc, il y en a 4 dans les Bouches-du-Rhône, une dans le Var, une dans les Alpes-Maritimes et une sur le 04-05. Donc, vous avez dans le tableau ici tous les détails. Je ne vais pas le parcourir. Voilà, je vous laisserai le découvrir avec le support. Vous avez pour chaque plateforme donc, le territoire, le public, le porteur et le contact au cas où vous souhaiteriez avoir plus d'informations et contacter, contacter la plateforme. Très bien. Merci beaucoup. Je vais continuer un petit peu comme ça au pas de charge, si je puis dire. Porte d'entrée dans le dispositif, les OPCO. Donc, je vais me tourner vers Madame Magali Razamizon, déléguée régionale de l'OPCO Atlas, qui va nous illustrer à travers l'exemple de l'OPCO Atlas le rôle que jouent les OPCO dans le dispositif transition collective. Madame Razamizon, je vous donne la parole. Bonjour, merci. Donc oui, l'OPCO Atlas est un des 11 OPCO que compte le paysage de la formation professionnelle en France. Notre activité est... On peut passer à la slide suivante. Notre activité consiste principalement à assurer le financement des contrats d'alternance, mais également à accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins en termes de formation et compétences, et prioritairement les TPME. Donc, les secteurs d'activité que recouvre l'OPCO Atlas comptent 15 branches. La slide suivante, s'il vous plaît. 15 branches réparties en 6 secteurs d'activité, que sont donc l'assurance, le secteur de la banque, l'expertise comptable, le conseil, les secteurs du conseil, l'ingénierie et le numérique, et qui sont caractérisés par des services à forte valeur ajoutée. Pour les entreprises, si donc chaque entreprise qui compte des salariés a un OPCO, vous pouvez donc vous rendre sur le site transco.info et trouver votre OPCO de référence. Concernant notre accompagnement, donc comme vous le disiez, Transco est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire pour répondre aux différents besoins qui ont fait jour avec toutes les problématiques en lien avec la crise sanitaire, avec d'autres dispositifs mis en œuvre par l'État, comme ce qui a été précisé précédemment dans le cadre du FNE. Nous avons accompagné les entreprises et nous avons mis en place dès le mois de janvier des communications auprès de toutes nos entreprises. Alors, pour indication, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près 9000 entreprises que nous comptons sur le territoire. Et nous avons communiqué dès le début de l'année sur la mise en œuvre de ce dispositif et sur la manière dont on pouvait nous solliciter pour en bénéficier. Alors, je vais vous demander de passer à la slide suivante. Donc, dès le début de l'année, nous avons mis en œuvre des webinaires, des newsletters, et c'est par justement cette newsletter qu'une salariée a pris connaissance du dispositif et qu'elle nous a contacté, qu'elle a contacté sa conseillère à la fin du mois de mars pour lui demander si elle était éligible. Donc, dès début janvier, la conseillère Marion Pont a pris rendez-vous avec l'entreprise. Un rendez-vous a été organisé avec l'entreprise et la salariée concernée. Ils ont mis à plat les besoins de l'entreprise, les difficultés de l'entreprise pour voir dans quel cadre l'accompagnement pouvait être mis en œuvre et dans quel cadre le projet de transition collective correspondait aux besoins. Donc, vous parliez des listes précédemment, des listes de métiers porteurs identifiés. Ça également fait partie du travail d'accompagnement. Donc, nous avons travaillé avec l'entreprise sur la prise de connaissance de ces listes
Nous avons ensuite travaillé sur son projet, de manière à voir dans quelle mesure il était éligible. Et nous avons aussi échangé très rapidement, parce que c'était notre premier dossier, donc le premier dossier de la région. Nous avons échangé avec la DRET et avec AT-Pro pour cette mise en œuvre un peu plus opérationnelle et technique, pour lesquels nous étions tous novices en la matière. Et le dossier donc, a été validé et le projet professionnel de l'entreprise a pu démarrer, enfin pas de l'entreprise, le projet professionnel de la salariée a débuté le 7 mai suite à la validation par les services de la DRETS du projet. Voilà pour ce qu'il en est de notre accompagnement. Donc, très rapidement, le schéma que vous voyez là est le schéma, on va dire, c'est quelque chose qui est formel, mais nous avons travaillé de manière à faire des allers-retours réguliers avec plusieurs rendez-vous pour pouvoir faire en sorte de répondre aux besoins des entreprises et notamment, je répète ce qui a été dit précédemment, l'accord de gestion prévisionnelle des parcours professionnels qui doit être mis en place ne doit pas faire peur. C'est quelque chose qui peut être très rapide à mettre en place. Il y a des accompagnements, des outils et on a été très réactifs, notamment grâce au service de la DRET, pour transmettre les documents et Madame Mangian pour transmettre les documents qui étaient nécessaires à l'entreprise. Donc aujourd'hui, la salariée d'Iraten, dont vous allez, donc Iraten qui va témoigner juste après mon intervention, et entamer son parcours et on lui souhaite donc une belle continuation. Très bien. C'est peut-être le moment de passer la vidéo, peut-être effectivement, de ce témoignage de cette salariée d'Iraten Solutions. La vidéo va bientôt commencer. C'est une entreprise qui a été créée en 1989 par des chercheurs de l'INRA de Sophia Antipolis sur des sujets d'échange de données entre des grands systèmes informatiques. Et moi, j'ai racheté cette entreprise maintenant un peu plus de 4 ans. J'ai décidé en fait, de développer de nouveaux outils autour du traitement de données. Alors, la crise sanitaire a eu un effet sur Iraten, surtout en 2020, parce que, comme beaucoup de gens, en fait, nos prospects, nos clients ont mis un coup de frein à leur projet. Et alors, j'ai entendu parler du dispositif Transco par une de mes employées, qui est la personne qui sera concernée par le dispositif d'ailleurs. C'est elle qui a attiré mon attention sur ça. Et voilà, elle trouvait ça intéressant d'avoir une formation. L'aide de l'OPCO a été vraiment très. Enfin, ils ont été très proches de nous. Hein. Et bon, je dirais, ça fait quand même, depuis que j'ai repris l'entreprise, que j'ai de très bonnes relations avec l'OPCO. Et là, ils nous ont vraiment bien guidés et ils ont pris le temps de nous expliquer, de voir avec nous ce qu'il fallait faire, toutes les démarches. Donc voilà, ça a été vraiment un apport très positif et très constructif. C'est un dispositif gagnant-gagnant parce que en fait, ça permet d'un côté, quelque part, d'alléger un petit peu les charges de l'entreprise pendant un temps, et d'un autre côté, d'obtenir une formation professionnelle qualifiante pour un de nos employés qui va revenir peut-être avec nous avec de meilleures compétences et nous aider à mieux développer l'entreprise. Oui, il s'agissait bien du témoignage de Patrick Fleury, donc directeur général d'Iraten Solutions. Je vais maintenant me tourner vers Anthony Fumard, directeur délégué de l'APEC PACA Corse. Étape cruciale également pour les entreprises et les salariés, l'intervention de l'opérateur de conseil en évolution professionnelle. Monsieur Fumard, je vous donne la parole. Je vous remercie. Donc, je vais vous parler du conseil en évolution professionnelle, la boussole pour les salariés. Alors, je m'exprime au nom de 5 opérateurs qui ont la responsabilité de cette mission depuis la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Chaque actif dans notre pays peut bénéficier de ce service et en fonction de sa situation, il sera
orienté ou pris en charge par l'opérateur le plus proche de sa situation. Pour les salariés, pour vos salariés, nous sommes 3 opérateurs à intervenir. Pour les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est le réseau KEOPS des Cap Emploi qui est en première ligne. Pour l'immense majorité des salariés et des indépendants, c'est le réseau EVA, qui est mis en œuvre en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le compte de France Compétences par le CIBC. Et puis, nous, l'APEC, nous intervenons, j'allais dire comme depuis toujours, auprès des cadres, qu'ils soient en poste ou demandeurs d'emploi. Ce service, les 3 points clés à retenir pour vos salariés, c'est qu'il est gratuit, confidentiel et il est utile tout au long de leur parcours professionnel. Vous pouvez le mobiliser à la fin de vos études jusqu'au départ à la retraite. C'est un peu comme Tintin. Voilà. Et dans le cadre de Transco, plus spécifiquement, nous sommes coordonnés, un peu plus encore que d'habitude entre nous tous, pour que vous puissiez avoir un appui en tant qu'employeur pour préparer votre discours, la présentation du dispositif d'accompagnement, du dispositif CEP, en complément de nos collègues des OPCO, par exemple. Ensuite, en fonction de la situation, nous pouvons mettre en œuvre des réunions d'information collective au sein de vos structures, de vos établissements, ou recevoir les salariés volontaires dans nos locaux. Et comme maintenant la mode est aussi au distanciel, ça renforce finalement nos capacités de proximité, de réactivité pour couvrir l'ensemble du territoire. Enfin, pour les salariés qui s'engageraient dans la démarche, nous assurons aussi le lien avec Transition Pro pour que la fluidité des opérations se passe le mieux possible, comme ça a été très bien expliqué précédemment par le premier exemple que nous avons eu dans la région. Dans les supports, vous trouverez tous nos coordonnées que vous pouvez largement diffuser. Et si des salariés de vos entreprises n'ont pas accès à ces supports, ils peuvent se tourner vers chacun d'entre nous et en 1-2 clics maximum, ils auront le bon interlocuteur. Je vous remercie. On le voit, donc beaucoup d'acteurs sont mobilisés, tous les acteurs finalement de la formation professionnelle continue, donc des experts de la compétence. Et un autre acteur est à signaler, c'est l'expert comptable. Ce n'est pas un acteur qui figure officiellement dans l'instruction ministérielle, mais du fait de sa proximité avec la réalité économique de l'entreprise, ils ont indéniablement leur mot à dire dans le diagnostic de la situation de l'entreprise. Pour illustrer ce sujet, je vais me tourner vers Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et lui demander comment les experts comptables peuvent aider et accompagner les entreprises. Monsieur Canesi, je vous donne la parole. Et Monsieur Canesi n'est plus à l'antenne, me semble-t-il. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on peut profiter de la présence de la présidente du conseil régional, Colette Weisman, qui est avec nous, pour éventuellement prendre le relais. Puis si des fois Lionel Canesi revient. Et il revient. Ça arrive de temps en temps. Des petites coupures. Que me dit le tableau de bord? Je ne le revois pas. Écoutez, peut-être effectivement donner la parole à Colette Weisman, du coup. À Madame Weisman, si vous pouvez prendre le relais, puisque Monsieur Canesi semble avoir des difficultés à nous rejoindre. Madame Weisman, allez-y. Oui, bonjour. Je pense que Lionel et moi, on sera complètement sur la même longueur d'onde, comme vous le disiez tout à l'heure. Laissez-moi vous présenter. Excusez-moi, vous êtes la présidente régionale du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Du Conseil régional. Du Conseil régional, pardon. Oui, je disais, Lionel Canesi sera sûrement en accord parfait avec moi, puisque mais il est revenu. C'est ça, il est revenu. Très bien. Je lui laisse la parole, alors je m'incline devant le président du Conseil. Merci, Madame Weisman. Bonjour Colette, bonjour à tous. On a une coupure de... Alors, juste quand ça allait être à moi. C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. Donc, un grand plaisir d'intervenir sur un dispositif qui est capital, surtout dans un enjeu aujourd'hui de relance de l'économie de notre pays. Et les experts comptables, on prend toute notre part aujourd'hui en faisant à la fois des propositions et en essayant d'accompagner les 3 millions de TPE-PME que nous conseillons au quotidien. Et c'est vrai que le dispositif transition collective est un des dispositifs qui est très important pour accompagner ces entreprises et surtout ces salariés vers les emplois de demain. On parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de transformer notre économie vers aussi une économie écologique. Et c'est important, cet accompagnement aussi de ces salariés vers les nouveaux métiers. Et c'est là que Transition Collective a un rôle très important. Et puis en plus, on a la chance en PACA d'avoir une AT qui est très, très dynamique sur ce sujet. Donc voilà, les entreprises, n'hésitez pas à contacter votre expert comptable pour qu'il vous explique le dispositif et qui vous permette aussi de rencontrer les différentes plateformes et les différents intervenants dont on a parlé depuis tout à l'heure. On est vraiment sur un sujet qui doit nous mobiliser tous aujourd'hui, c'est comment on accompagne la relance de l'économie de notre pays et comment on fait en sorte que la plupart des salariés qui veulent être en mobilité professionnelle soient accompagnés. On a un dispositif aujourd'hui pour les moins de 300 salariés qui ne coûte rien, qui est pris en charge. Donc voilà, je pense qu'il faut foncer, l'utiliser. Et puis, moi, j'essaye de mobiliser la profession. Ça fait deux fois qu'on fait des différentes actions auprès de l'ensemble des 21 000 experts comptables de France pour les sensibiliser, les mobiliser sur ce sujet. Ça fait partie des sujets sociétaux sur lesquels les experts comptables s'engagent très fortement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Canesi, pour votre intervention. On va terminer cette séquence par des témoignages dans un autre domaine économique, les témoignages de l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives, l'APASE. Monsieur Vianez, je vous propose de présenter ces nouveaux témoignages. Merci, Monsieur Ceped. Donc, on va écouter le témoignage de l'association APASE dont la ministre faisait écho tout à l'heure et qui exerce dans l'univers du médico-social. On va les laisser se présenter. Donc, on a une équipe qui a pu les rencontrer et recueillir leurs témoignages. On va commencer par le témoignage du directeur général de transition, donc Monsieur Laramona. Petit temps d'affichage. La vidéo devrait partir, devrait commencer. Voilà, c'est ça. Le management de transition permet d'intervenir à ce niveau-là. Je gère une association qui regroupe 250 ETP, qui accueille tous les ans au sein de ses services et au sein effectivement de ses établissements, pas loin de 1000 personnes, donc sur 3 départements différents, donc le 84, le 05 et le 04. La transition collective constitue une très belle opportunité. Nous avons décidé de l'ouvrir à l'ensemble des salariés de l'APASE, vu effectivement la situation assez complexe que vit l'APASE actuellement, puisque nous sommes quand même dans une projection de mise sous administration provisoire judiciaire. Donc je pense que c'est aussi une opportunité pour l'administrateur qui viendra a posteriori d'avoir ce type d'accord qui soit signé avant son arrivée. Donc ça permet déjà aussi à des professionnels de pouvoir se projeter peut-être en se disant que la sécurisation de leur parcours professionnel sera un petit peu plus cadré. C'est une manière aussi de se repositionner sur d'autres métiers. C'est-à-dire qu'on a déjà des personnes qui sont déjà intéressées pour faire autre chose que du social et du médico-social. C'est une belle opportunité en tout cas. Ça a été vraiment un accord signé très rapidement et ce qu'on attend maintenant, c'est qu'on puisse le mettre en œuvre de manière concrète et que les conseillers de transition collective puissent être déjà à disposition, disponibles pour accompagner les personnes qui vont déjà les solliciter. C'est aussi une manière moderne de voir un petit peu le fait de rebondir et de voir aussi l'emploi et le travail de manière contemporaine. C'est-à-dire que là, on peut se dire que dans une vie, on peut changer de carrière, on peut peut-être se repositionner sur un métier auquel on n'avait pas pensé. C'est vrai que Transition Collective a cette manière proactive d'amener les gens à se penser différemment dans l'emploi. Et puis c'est aussi une sécurisation avec le maintien du salaire qui est quand même assumé, assuré, qui nous permet nous aussi de se dire que ces personnes peuvent rester dans notre giron, sont effectivement rattachées à nos tableaux des effectifs, mais peuvent imaginer un autre futur, voire peut-être revenir dans notre espace si jamais nous arrivons à développer et à repositionner en tout cas l'APASE dans le cadre de ce qu'elle est sur le territoire. Enfin, c'est un accord en tout cas d'entreprise qui est extrêmement positif et qui va de l'avant. On est guidé, on est accompagné, on est pris par la main, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. En tout cas, nous on est ravis d'en faire partie.
c'est pour moi une des premières phases, une des premières portes qui nous permettent de dire, voilà, ce que j'ai appris à un endroit, je peux peut-être le transposer à un autre endroit et qui ne sera pas nécessairement celui où je vais m'occuper de personnes en précarité, mais peut-être transférer par exemple dans le monde de l'entreprise. Mais ça fait partie d'un projet RH, en fin de compte, d'un projet plus global qui permettra de se dire, voilà, ces personnes ont pris 18 mois, 1 an, je ne sais pas, avec une autre route, mais si elles y reviennent, elles reviendront nécessairement différentes. Elles reviendront diplômées, elles reviendront effectivement peut-être avec un autre regard de la PAS aussi, puisque c'est une manière de prendre un peu de distance et de revenir, d'avoir une sorte de position supervision, méta par rapport à ce qu'elles vivaient comme métier, comme réalité, et d'apporter nécessairement un plus. Ça ne sera qu'un plus de toute façon. Très bien. Merci pour cette première séquence. Je crois qu'il y a une deuxième vidéo possible du côté de la PAS. Donc voilà, la deuxième vidéo va être démarrée également. On a travaillé sur la mise en place de cet accord, notamment sur la rédaction. Il y a eu un travail de négociation entre les instances représentatives du personnel et l'employeur. On a décidé de positionner l'ensemble des salariés de la PAS dans cet accord et non pas de cibler les métiers à risque, parce qu'on considère aujourd'hui que l'ensemble des métiers au sein de la PAS sont à risque. Donc oui, c'est essentiel et même primordial de voir qu'il y ait des processus pour sécuriser les emplois, pour sécuriser les salariés, pour leur donner de la confiance et les accompagner dans leur parcours professionnel. Alors aujourd'hui, cet accord a été négocié, il a été rédigé. Il a été transmis à la directe, il a été déposé via le service de téléprocédure. Et aujourd'hui, on est en train de le déposer sur le site de Transition Pro PACA. C'est une négociation qui se fait. Nous, ça s'est fait très rapidement. En 2 semaines, c'était prêt, c'était rédigé, c'était approuvé, c'était signé. Donc, c'est allé très vite. Et ensuite, tout est bien expliqué sur Internet. Et il y a des conseillers qui nous accompagnent très bien par la directe et par Transition Pro PACA. Je sais qu'il y a 2 semaines, j'étais au téléphone avec eux tous les jours, donc ça s'est très bien passé. C'est rassurant d'être accompagné, de se sentir accompagné. Donc le fait de savoir que derrière, on est quand même soutenu, qu'on a des réponses à toutes nos questions, c'est sécurisant. Je pense que c'est un accord qui est très intéressant parce qu'il permet d'offrir aux salariés une possibilité de se reconvertir professionnellement. Très bien, merci pour cet autre témoignage. Je crois qu'il y a une dernière vidéo. Elle va partir incessamment sous peu. Je pense que ces témoignages illustrent parfaitement comment se met en place transition collective dans une entreprise. Oui, l'association s'est lancée dans un processus de transition collective. En fait, nous sommes une association qui œuvre dans le médico-social, environ 220 salariés, et nous gérons 25 établissements et services au travers de 3 départements. La diversité des métiers et la diversité des activités de notre association font qu'à un moment donné, nous nous sommes retrouvés en difficulté d'ordre financier et d'ordre organisationnel. Ce qui nous a occasionné des pertes de services dans un premier temps. Et donc, nous nous sommes mis à chercher des solutions pour les salariés qui étaient impactés et de manière plus générale pour l'association. Nous nous sommes engagés dans une démarche de négociation d'un accord pour permettre aux salariés d'accéder à ce dispositif de transition collective. C'est important surtout pour les salariés d'être accompagnés et guidés dans ce processus, d'une part parce que c'est un dispositif qui est tout nouveau, on nous avait expliqué début janvier 2021. Donc les règles sont propres à ce dispositif et nous ne les maîtrisons pas forcément. Donc la formation collective va pouvoir apporter ces informations-là. Et ensuite, chaque salarié qui souhaite s'inscrire dans un projet de formation va pouvoir se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle qui va l'aider d'une part à se décider sur un projet de formation et d'autre part à faire le montage du dossier auprès du service de transition Pro PACA. En réalité, c'est assez simple. Tout se fait sur une plateforme internet
Le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner, peut vous guider pas à pas pour monter ce dossier. Il suffit de préciser votre projet, vos motivations. On vous demande de rechercher un organisme, mais ça aussi, le conseiller en évolution peut vous aider à rechercher un organisme. Et ensuite, toutes les démarches sont informatisées, simplifiées. En fait, en quelques semaines, tout peut être finalisé. Pour nous, représentants du personnel, c'est un dispositif qui est rassurant, qui n'est pas seulement rassurant, qui est aussi sécurisant. Au regard de la situation actuelle de notre association, où on sait que des emplois peuvent être menacés, avoir une porte de sortie, permettre de se former ou de monter en compétences, c'est un plus parce que chaque salarié va pouvoir sécuriser sa situation personnelle. Au sortir de la formation, il aura le choix soit de rester dans l'entreprise, soit au regard de ses nouvelles qualifications, chercher un emploi. Et évidemment, avec un diplôme supplémentaire, c'est toujours plus facile de pouvoir rebondir. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez rassurant. Merci beaucoup pour cette série de témoignages qui illustrent parfaitement comment se déploie transition collective dans une entreprise. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Avant de nous quitter, je vous propose d'ouvrir une dernière séquence consacrée aux réponses à vos questions. Pour cela, je vous avais répondu à un certain nombre de questions via le chat. Je vais en sélectionner quelques-unes et je vais donc les poser à nos intervenants. Donc, je demande de la réactivité aux participants intervenants. Je peux prendre la première question. De nombreuses entreprises qui ont besoin d'un accompagnement professionnel pour l'application des modalités du dispositif ont recours à leur OPCO afin de faire financer cette intervention d'un professionnel. Or, les OPCO sont réticents à autoriser ces prises en charge qui ne sont pas référencées dans leur nomenclature. Est-il alors prévu de sensibiliser les OPCO sur cette particularité stratégique? Je vois qu'il y a dans cette question un peu de vécu. Alors, je ne sais pas qui répond. Est-ce que le représentant de l'OPCO Atlas peut peut-être prendre la réponse, la question? Oui, alors, je ne vois pas de quelle réticence oui, là. C'est ça. Oui, il y a une liste, hein. La liste est établie, la liste des métiers porteurs est établie au niveau régional. Et à partir du moment où l'entreprise, ou le métier visé par la formation et le projet de transition collective entre dans le cadre de ce dispositif, il n'y a pas de raison qu'on ait des réticences, d'autant plus que là, ce n'est pas l'OPCO, hein, parce que qui va financer, ça a bien été dit, la prise en charge n'est pas du tout la responsabilité de l'OPCO. L'OPCO est là pour accompagner l'entreprise dans la création, et le salarié dans la création de son projet, dans le montage du dossier. Donc, il me faudrait quelque chose de plus concret pour répondre. Là, je vous avouerai que je n'ai pas de visibilité. Écoutez, c'est ça les questions, ça vient du terrain, des fois ça vient révéler un hiatus avec la présentation qui a été faite. En tout cas, merci Madame Ramison d'avoir Razamisson d'avoir répondu précisément quand même à cette question. Ça a permis de bien caractériser le financement de ce dispositif et votre rôle. Je vais prendre une autre question. Après formation via Transco, si le salarié ne retrouve pas un nouveau métier, reste-t-il dans son entreprise? Alors, c'est peut-être une question pour Transition Pro, peut-être. Oui, je peux essayer d'y répondre. Allez-y. Alors, effectivement, le salarié peut rester dans son entreprise, il n'est pas expulsé, il n'y a rien d'irréversible, comme je le disais tout à l'heure. Le salarié peut y rester pour différentes raisons, notamment si des fois il n'avait pas de nouveau métier, ce qui peut paraître quand même un peu étonnant s'il a bien été accompagné par le CEP avec l'identification des métiers porteurs au départ. Ça ne devrait pas arriver trop cette situation-là, mais dans l'absolu, il n'est pas obligé de quitter l'entreprise évidemment. Merci Monsieur Yanez. Une autre question, ce sera peut-être la dernière, je vais regarder à nouveau le chat. Quelques-unes des réticences transmises par les entreprises, complexité du process, notamment pour les TPE-PME, appréhension de l'image transmise aux salariés et aux tiers, entreprises en difficulté, délai de mise en œuvre du parcours, appréhension des entreprises, information des salariés, conclusion d'un accord, estimation à 6 mois. Que répondre à quel argument contre ces réticences
Est-ce que, Monsieur Vianez, encore une fois, peut-être vous, allez-y. Et peut-être Madame Mangiante aussi, peut-être, sur ce sujet des étapes et de la procédure. Allez-y, Monsieur Vianez. On va peut-être donner la parole à Madame Weisman, qui représente les experts comptables de PACA, oui, voilà, pour avoir un éclairage intéressant. Merci. Merci. Oui, je voulais juste rebondir sur la question qui vient d'être posée, sur ce que disait le président Canesi tout à l'heure. L'expert comptable est vraiment au cœur de l'entreprise et je crois qu'il est vraiment à même d'accompagner et le chef d'entreprise et de détecter justement ces salariés qui vont avoir besoin peut-être de se reconvertir à un moment donné. Et s'il est bien accompagné, il ne devrait pas y avoir la question qu'on a entendue tout à l'heure, cette notion d'échec, puisque l'expert comptable va être là justement pour aider le dirigeant, mais pour aider également ses salariés. Voilà. Très bien. Donc, sur la complexité, les réticences, Madame Mangiante, peut-être, que pensez-vous de votre expérience sur le sujet? Est-ce que ça a été compliqué pour ces entreprises de rentrer dans le système de transition collective? Alors, je prends la parole, mais Corinne, tu pourras compléter si besoin. Je pense qu'on a eu un bon exemple tout à l'heure qui a démontré qu'il ne fallait pas 6 mois de prise en charge, mais 5 semaines, on me redit. Donc voilà, c'est pas un dispositif qui est complexe. Au contraire, c'est vraiment pas ce qu'on a essayé de construire. Il y a vraiment beaucoup d'organismes qui sont là pour accompagner l'entreprise, accompagner les salariés. On les a entendus aujourd'hui. Donc non, moi je m'inscris en faux. C'est pas un dispositif qui est complexe, c'est pas un dispositif qui est long à mettre en œuvre. Et j'espère qu'aujourd'hui on a réussi à le démontrer. Très bien. Madame Mangiante, un mot sur cette complexité ou cette réticence par rapport à cette crainte de complexité? Non, simplement pour ajouter qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les différents acteurs qu'on a présentés aujourd'hui. Ils sont là effectivement pour vraiment accompagner les entreprises et les salariés et répondre à ces questions. Donc voilà, on l'a vu par les témoignages, ce n'est pas difficile à mettre en place. Il ne faut pas hésiter à poser les questions et à solliciter les acteurs concernés qui ont les réponses aux questions. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet événement. Avant de nous quitter, je vous invite tout d'abord à télécharger les documents mis à vos dispositions sur la plateforme Webikeo et ensuite à répondre au court sondage. Il reste 3 questions, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous pouvez repérer sur la droite de votre écran. Ce sondage va nous aider à perfectionner les webinaires consacrés à transition collective. J'adresse un grand merci à tous les intervenants qui nous ont rejoints. Un grand merci aux équipes techniques de Centre Info et de Webikeo qui ont assuré le bon déroulement de cet événement. Un grand merci surtout à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci d'avoir posé vos questions. Dernières informations peut-être, n'oubliez pas de télécharger les supports qui sont mis à votre disposition sur la plateforme, de les diffuser autour de vous et le lien, n'oubliez pas le lien sur le replay. Vous allez recevoir bientôt par mail et je vous invite donc à faire circuler ce replay. Oui, quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. Peut-être la conclusion de Monsieur Neyer? Oui, tout à fait, excusez-moi, oui, tout à fait. Avant de vous quitter, dernier mot à Monsieur Laurent Neyer, directeur de l'adresse Provence-Alpes-Côte d'Azur, organisatrice de l'événement auquel vous avez assisté. Donc un mot de conclusion, Monsieur Laurent Neyer, je vous donne la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, d'abord un cocorico parce que la région PACA, la première région en France à avoir officiellement le 29 janvier 2021. Et nous sommes de nouveau la première région de France métropolitaine à avoir organisé ce webinaire. Et d'ailleurs, je tenais à remercier tous les organisateurs et toutes les parties prenantes à cette organisation. Alors, le dispositif, il est naturellement suivi de très près par la ministre, mais également par les services de l'État, et c'est pas pour rien, y compris par les partenaires sociaux d'ailleurs. C'est pas pour rien, car c'est vraiment un dispositif crucial dans le temps qui est le nôtre. Alors, c'est, comme ça a été dit, un dispositif capital pour la reprise économique. Alors, on a parlé de crise, mais je dirais plutôt de manière générale, c'est un dispositif capital dans la longueur pour les mutations économiques. Juste rappeler deux choses. La première, c'est que les mutations économiques, c'est des métiers. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on nous disait que tous les 5 ans, il y avait 50% des métiers et même, je pense qu'avec la crise, ça s'est encore en plus accéléré. Et donc, pour pouvoir répondre aux besoins et de
répondre aux besoins des parcours individuels, ce dispositif, il est clé car il est là pour soutenir, sécuriser, accompagner la reconversion professionnelle de tous nos salariés. C'est bon pour le salarié, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'économie locale et c'est bon également pour l'emploi territorial localisé. Et donc, on a une belle dynamique qui s'est lancée depuis janvier. Elle est en train de débuter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de vous, on a besoin de toutes les parties prenantes dans ces présentations et on a besoin des entreprises, on a besoin des salariés, on a besoin que tout le monde fasse connaître ce dispositif. L'État est là pour le soutenir. Vous avez vu qu'on est dans des lignes très... Et vraiment sur ce collectif de prendre et faire de ce dispositif une véritable réussite pour l'emploi et pour nos salariés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Neyer, pour ce mot de conclusion. Je vais maintenant vous remercier pour votre attention et vous inviter à rejoindre la zone des documents à télécharger. Il vous permettra donc de compléter votre information grâce à cette documentation. Merci encore à tous et à toutes. Merci de votre attention. À bientôt.